Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Page africaine, votre émission des lettres, du livre et des hommes qui font le livre. Page africaine, c'est sur Africable Télévision et nous sommes aujourd'hui au niveau du parc national de Bamako. Un parc d'attractions, un parc tout simplement où il fait bon vivre. Nous avons pour invité aujourd'hui monsieur Sinaba Lamfia. Lamfia Sinaba, il est journaliste et il est écrivain. Journaliste et écrivain, il vient tout simplement de publier les révélations sur Amadou Hampâté-Bâ. Un ouvrage qui constitue un condensé de la vie de l'homme. L'homme, c'est-à-dire le vieillard, le sage de Bandiangara, le détenteur de la tradition orale, Amadou Hampâté-Bâ, c'est surtout l'auteur de cette phrase et de cette pensée emblématique. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Monsieur Sinaba, bonjour et bienvenue sur Africable Télévision. Bonjour. Alors, Monsieur Sinaba, pourquoi cette initiative d'écrire sur un monument que nous qualifions toujours de vivant aujourd'hui, c'est-à-dire Amadou Hampâté-Bâ? Pourquoi? Pourquoi ce livre? Il faut signaler que ce livre a une histoire. Tout a commencé en fin 2002, il y a 15 ans de cela, quand j'ai initié le prix littéraire Amadou Hampâté-Bâ, qui est un concours, une compétition qui reçoit les meilleurs élèves de l'enseignement secondaire général. Ça, c'est le premier volet du concours et ce volet a un prix spécial qui est décerné à la meilleure candidate, la meilleure lycéenne. Et le deuxième volet du concours concerne notamment les écrivains, des hommes et des femmes qui se sont engagés pour la cause de la femme, pour la promotion de la paix et de la non-violence. Et dans l'exécution de ce projet, j'ai connu des difficultés, pour ne pas dire des échecs. Donc je me suis dit à un certain moment donné, pourquoi ne pas expliquer ces difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi expliquer les déclarations, les affirmations que j'ai faites dans le cadre de l'élaboration de ce projet, parce que j'ai dit que le prix littéraire Amadou Hampâté-Bâ est un concours, un projet de développement à dimension nationale et internationale, à l'intention de l'un des tout premiers savants de l'Afrique noire indépendante, un projet qui rend hommage à un homme qui a été en avance sur son temps. Donc il fallait expliquer pourquoi il a été en avance sur son temps. J'ai dit également que c'est un projet qui rend hommage à un homme qui a été un féministe. Il fallait expliquer également en quoi Amadou Hampâté-Bâ était un féministe. J'ai dit également que c'est un projet qui rend hommage à un homme qui s'est battu, non seulement pour la valorisation des langues africaines, mais qui a aussi formulé des vœux pour le succès de la francophonie. Et j'explique également les bénédictions qu'il a faites à l'endroit de la francophonie, des bénédictions qui, ma foi, ont été des vœux qui ont été exaucés. Alors, si je comprends bien, tout parle de la mise en place d'un concours littéraire entre les secondaires. Et vous avez signalé tout à l'heure, n'est-ce pas, un prix décerné aux candidates. Oui. D'où le tradiféminisme, n'est-ce pas, de Amadou Hampâté-Bâ. Mettez l'accent beaucoup sur ce côté. Pour quelle raison? Oui, parce que ce côté, ma foi, n'est pas très connu de la vie de l'homme. Il a été beaucoup plus connu en tant qu'homme de la tradition orale africaine, en tant qu'homme qui s'est battu pour la valorisation des langues africaines à l'UNESCO, mais le côté engagement pour les femmes n'est pas très connu, à tel point que en des endroits, quand j'en parle, il y a des gens qui me regardent avec étonnement. À la limite, s'ils ne me disent pas que j'invente. Mais moi, j'ai eu l'opportunité, la chance d'exploiter des interviews que Amadou Hampâté-Bâ a accordées à des confrères entre 1969 et 1982. Et au cours de ces interviews, on se rend compte de la véritable dimension de l'homme en ce qui concerne son engagement pour les femmes. Quand je dis qu'il a été un féministe, je lis dans un dictionnaire qui définit le féminisme comme étant l'attitude favorable à l'extension des droits de la femme. À mon avis, pour prétendre à cette extension, il faut d'abord reconnaître la grandeur de la femme, le rôle éminemment important de la femme au sein de la société. Et quand on regarde dans les œuvres et dans la pensée d'Amadou Hampâté-Bâ, on se rend compte que la femme, cette reconnaissance du rôle éminemment important de la femme est reconnue. Au cours d'une interview que j'ai exploitée, on lui a posé la question de savoir quelle est selon lui
Amadou Hampâté-Bâ l'avenir de la femme africaine? Il a répondu, je cite, il n'y a pas de problème de femme africaine. Il y a tout simplement un problème de femme. Et il ajoute que l'avenir de la femme africaine, c'est l'avenir de la femme du monde entier. Raison pour laquelle nous, les Africains, nous devons tenir compte, nous devons tenir compte des interférences internationales. Et à ce niveau précis, il disait qu'il est temps que la jeune fille aille à l'école au même titre que le jeune garçon et que cette différence qui existe entre les deux puisse être nettoyée d'ici quelques générations. Et il ajoute à ce niveau que cela est un problème de gouvernement. Autrement dit, c'était sa façon à lui d'interpeller le politique africain. J'imagine que cette interpellation a été bien perçue, bien entendue, bien comprise par le politique africain lorsqu'on regarde l'évolution du continent africain aujourd'hui en termes de scolarisation, même s'il est clair que l'éducation pour tous, à savoir l'éducation à 100% n'est pas atteinte dans tous nos États. Il faut reconnaître que beaucoup a été fait, notamment en matière de scolarisation de la petite. Et ce qui est frappant dans cette réponse qu'Hampâté-Bâ a donnée, c'est que lui-même, il a eu du mal à aller à l'école. Parce qu'à l'époque, il a dit, ce sont les gens qu'on n'aimait pas qu'on envoyait à l'école. Parce que l'école... Nous avons surtout remarqué à travers votre livre et à travers les écrits d'Hampâté-Bâ même qu'il a été d'abord, n'est-ce pas, c'est un autodidacte. Oui. Parce que réellement, vu toutes les circonstances qui ont surtout qui l'ont amené à laisser l'école à un moment donné. Donc vous revenez aussi sur ça dans le livre. C'est important parce que ça doit quelque part nous interpeller, nous jeunes du XXIe siècle. Voilà un homme qui a été tardivement à l'école et quand il est allé à l'école, après l'obtention du certificat d'études primaires et son succès à l'entrée à William Pointy, qui était à l'époque une école de référence qui recevait vraiment les sommités, sa mère avait estimé qu'il avait assez appris à l'école des Blancs et qu'il était temps qu'il aille apprendre l'initiation Peul. Voilà les circonstances dans lesquelles il est obligé d'abandonner les études après le certificat. Et voilà cet enfant à l'âge adulte qui se bat non seulement pour la scolarisation d'une manière générale, mais en particulier la scolarisation de la petite fille. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la dimension, n'est-ce pas, de Amadou Hampâté-Bâ, n'est-ce pas, puise aussi dans la source limpide, n'est-ce pas, de la religion, quand on sait que sa rencontre avec Thierno Bokar de la confrérie tidjane, n'est-ce pas, lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, si on peut s'exprimer ainsi. Thierno a beaucoup façonné Hampâté-Bâ dans sa vie. Et il y a de ces interviews, quand j'écoute, j'ai l'impression que on a du mal à se défaire. Est-ce que c'est Hampâté-Bâ qui avait beaucoup d'estime pour Thierno ou c'est Thierno qui avait beaucoup d'estime pour Amadou Hampâté-Bâ? Parce qu'Hampâté-Bâ n'était pas quand même le seul disciple qu'il avait. Mais pourquoi cet intérêt pour lui? Et le fait d'avoir été en contact avec Thierno a été beaucoup plus dans sa vie parce qu'il s'en est inspiré. Le modèle qu'a été Thierno lui-même. Parce qu'il disait que dans une partie du Mali, il y a une lumière qui a brillé sur un homme. Et moi j'ai dit à mon tour que ce qu'Hampâté-Bâ n'a pas dit, c'est que la même lumière de Dieu a brillé sur lui-même. Partout il a été pour avoir bénéficié du titre de sage. Même si il acceptait difficilement ce titre de sage. Parce qu'au cours d'une interview avec Aruna Yaye, certainement qu'il a à l'écoute, c'est un de nos doyens. On lui a posé la question de sage, il dit mais je failli me tourner pour regarder s'il s'agissait de moi. Donc il acceptait difficilement ce titre de sage, mais oui, c'était aussi la modestie. C'est surtout la modestie, n'est-ce pas, dans la connaissance. C'est sûr qu'on n'en finira jamais de discuter des merveilles d'Amadou Hampâté-Bâ. Mais surtout, vous parlez aussi de la nécessité pour la nouvelle génération que nous sommes surtout de puiser dans Hampâté-Bâ, n'est-ce pas, ce que vous appelez déjà l'empathisme, oui, n'est-ce pas, et pour cette nouvelle génération. Alors, comment est-ce que vous faites cette jonction entre la nouvelle génération et Hampâté-Bâ? Il le faut, parce que je pense que le combat de Hampâté-Bâ, c'est vrai, il l'a mené pour son époque, mais c'est surtout pour nous les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de la jeune génération. J'ai donné un exemple, on va dire, mais il fait de la gymnastique. Hampâté-Bâ est la lutte contre le sida aujourd'hui. C'est une préoccupation majeure de la jeunesse. Quand on regarde les fameux principes du caméléon qu'il a évoqués dans un de ses ouvrages, Kaïdara, et qu'il a aussi évoqué au cours de plusieurs interviews, les enseignements qu'on tire de cela, c'est des enseignements qui sont de nature aujourd'hui à nous en sortir face à la pandémie du sida. Quand on parle de sida, on parle
de lutte contre, on parle de prévention, on parle de préservatif, on parle d'abstinence. Et j'ai regardé à tous ces 3 composantes. Quand on parle d'utilisation de préservatifs, c'est une question de prudence. Et il a été question de prudence dans les fameux principes du caméléon. On parle aussi d'abstinence. Qui parle d'abstinence parle de patience. Dans les fameux principes du caméléon, on en parle. On parle également d'autres choses. Je parlais de préservatif, d'abstinence, de fidélité. La fidélité, ça fait référence à la loyauté, ça fait référence à d'autres valeurs qui sont enseignées. Mais le sida, ce n'est pas que cela. Au-delà de cela, il y a nos frères, nos sœurs qui sont malades du sida aujourd'hui. C'est des gens, c'est nos frères, c'est nos sœurs, ils sont comme nous. S'ils sont dans cette situation, nous ne devons pas les rejeter. Donc en termes de lutte contre la stigmatisation, l'estime de l'autre, la vision constante pour l'autre, il en a été profondément question dans la vision d'Amadou Hampâté Bâ. Voilà des astuces, lorsqu'on se réfère à Amadou Hampâté Bâ, on peut s'en sortir. Et quand on parle aujourd'hui de lutte contre les changements climatiques, cela est reconnu, d'après les experts, l'Afrique c'est le continent qui contribue le moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais cependant, l'Afrique reste confrontée à ce problème de préservation de l'environnement. Et face à un journaliste du nom de Claude Métra de RFI, la question est revenue par rapport au respect dû au sacré. Il dit que l'Africain a le respect du minéral, du végétal et de l'animal. Et il dit que le respect dû au minéral, au végétal, à l'animal, le respect dû en toute chose exige 2 choses. Soit la notion de sacralité, ou encore lorsqu'on a une conscience morale aiguë qui atteint la notion de la sacralité, ce qui revient au même sur Amadou Hampâté Bâ. Et lorsqu'on se base sur ce respect dû au minéral, parce qu'il disait par exemple que lorsqu'on avait envie d'utiliser une pierre, on ne vient pas comme ça se mettre à la briser, à la casser en disant on le fait comme ça, non. On dit parce qu'on veut s'en servir, on demande une autorisation. Du même, avec des formules sacramentales. Bien entendu, oui. Et l'arbre par exemple, on dit bon voilà, c'est pour cueillir les fruits, m'en servir, ou encore les racines pour me soigner. C'est question de santé. Mais je ne viens pas pour uniquement couper l'arbre pour raison de couper. Donc voilà des notions qui sont là aujourd'hui, qui sont de nature à nous aider, nous jeunes Africains, à nous en sortir. Alors, oui, allez-y. Toujours par rapport à cela, on me dira que du temps d'Amadou Hampâté Bâ, c'était le conte. Moi je le dis, le conte, ça doit demeurer. Mais je n'irai pas jusqu'à demander à ce qu'on fasse comme on le faisait du temps d'Amadou Hampâté Bâ, c'est-à-dire couper le bois, se retrouver autour du feu. Toujours changement climatique oblige. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des outils formidables pour nous. Par exemple, un grand-père ou une grand-mère qui est à Caille, via les réseaux sociaux, et peut être en contact avec ses petits-enfants à Bamako, faire des comptes. Sûr, surtout qu'on assiste avec des forums aujourd'hui de discussion sur les réseaux sociaux, avec un professeur qui anime souvent une conférence avec des jeunes de l'autre côté de la terre. Ça prouve que jusqu'à présent, Hampâté Bâ, il n'est pas dépassé qu'on peut s'en servir. Il y a plein d'exemples que j'ai évoqués dans le livre qui prouvent que vraiment la jeune génération ne doit pas se débarrasser. C'est dire que voilà, c'est le temps passé, c'est la tradition, c'est démodé. Et c'est là où j'ai dit dans le livre que c'est un homme qui a été victime de son succès parce qu'il a été beaucoup plus connu dans ce domaine de la tradition. Et quand on parle de tradition, il y a certains jeunes qui disent c'est la tradition, c'est dépassé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris Amadou Hampâté Bâ dans sa vision de tradition. Ils n'ont pas compris le message, n'est-ce pas, visionniste de la tradition que Amadou Hampâté Bâ véhiculait. Parce qu'il disait que lui, il est pour la tradition, mais sa position, il a dit, elle a été nette. Il ne faudrait pas que la tradition soit figée. À un moment donné, il faut savoir élaguer. Il faut savoir trancher les bois morts, n'est-ce pas, de l'arbre. L'arbre. Il faut savoir élaguer. Okay. Alors, aujourd'hui, nous sommes à une période, n'est-ce pas, de crise au Mali. Alors, vous, en tant que spécialiste de Amadou Hampâté Bâ, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'est-ce que vous préconiserez aujourd'hui par rapport à ce recours à la sagesse d'Amadou Hampâté Bâ par rapport à la situation qui prévaut au nord du Mali? Le dialogue. Le
le respect mutuel. Parce que quand on dit dialogue, on revient toujours avec la force de la parole. Bien entendu, avec la force de la parole. Quelque part, j'ai l'impression qu'on n'a pas... On ne se sert pas beaucoup de cette parole. Sinon, c'est de nature à nous en sortir aujourd'hui. Ça peut vraiment nous aider. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on a procédé par les armes, par fini, on est obligé de négocier, on est obligé de dialoguer, on est obligé d'aller à la discussion, au dialogue. Donc, je n'ai pas de solution miracle, c'est le dialogue. Parce que Hampâté-Bâ disait que c'est là, tous nos différends, tous nos problèmes naissent de la mutuelle incompréhension. C'était le cas lorsque à l'UNESCO une situation s'est posée. C'est là où j'ai dit également dans le livre que c'était son fameux discours au siège de l'UNESCO. Oui, mais au-delà de ce discours-là, ça aussi, c'est des aspects d'interview. Je ne pense pas, ce n'est pas pour me flatter, mais les gens qui ont écrit sur lui-même n'en ont pas fait cas, mais dans l'interview qu'il a accordée à des journalistes, j'en ai exploité, j'en ai parlé. Il y a un problème qui s'est posé. Et c'est Amadou Hampâté-Bâ que le directeur général de l'UNESCO à l'époque, René Maheu, a fait appel pour calmer les esprits. Et quand il a pris la parole, il dit que son intervention n'est pas une remise en cause, c'est une mise au point. Il a l'impression que, à l'époque, le sénateur américain William Benton n'avait pas compris les jeunes africains lorsque ceux-ci avaient pris la parole pour nous révéler que les aspects négatifs de la colonisation. Il disait que il faut aller au dialogue. Et à la fin de son exposé, pour faire court, l'incident a été clos. Et c'est là où j'ai dit que c'était un homme qui n'a pas évolué sur la scène politique. Mais s'il avait voulu, s'il avait évolué sur la scène politique, il avait tous les atouts d'être un véritable leader politique. Parce qu'à mon avis, c'est personnel, la grandeur et la force d'un homme qui ambitionne de réussir sur la scène politique ou encore de tout être individu, réside en sa capacité de fédérer autour de lui toutes les énergies, toutes les potentialités. Et pour ce faire, il faut être en mesure d'être à l'écoute des uns et des autres, d'être à la disposition, d'être disponible pour les uns et les autres. Et c'était le cas. Sinon, imaginez ce jour-là et que le sénateur américain William Benton se retire de la salle. C'est connu, William était très proche de la Maison Blanche à l'époque, de la Maison Blanche. Et s'il s'est retiré dans ces conditions, peut-être ça aurait pu avoir des conséquences négatives sur la contribution des États-Unis en termes de compte. Et Hampâté-Bâ l'a dit, sans budget, il n'y a pas d'UNESCO. Donc vous voyez l'effet de la parole, l'effet du dialogue. Pourquoi nous, Maliens, aujourd'hui, nous ne faisons pas appel à ce dialogue-là? Et je pense qu'en allant à cela, c'est de nature à nous aider. Faire appel au dialogue. Vous, aujourd'hui, en tant que journaliste, et vous êtes de passage directeur de publication d'un journal, oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous n'essayez pas de changer de fusil d'épaule par rapport, n'est-ce pas, au journalisme, à l'écriture, à Amadou Hampâté-Bâ? Aujourd'hui, demain, ce serait peut-être Aimé Césaire? Bon, dans l'immédiat, je suis sur un roman, okay. Un roman un peu polémique, je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'ai d'autres projets d'écriture. Maintenant, Aimé Césaire, ça dépend, ça dépend, ça va venir peut-être. Mais dans l'immédiat, le projet que j'ai, c'est le roman. J'ai assez évolué là-dessus et j'ai aussi un projet de livre sur une localité du Mali, tout comme un roman autobiographique sur ma maman. Okay. Alors, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, la lecture devient carrément un véritable problème, où les jeunes ne lisent plus, les parents n'ont plus le temps. Alors, quelle interpellation vous pouvez, n'est-ce pas, formuler à l'endroit aujourd'hui des parents, surtout, et des enseignants? On se dise qu'aujourd'hui, c'est le moment des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est vrai, c'est une réalité, mais que la lecture reste toujours un formidable outil d'apprentissage aussi, de culture générale. Parce que c'est vrai, l'essentiel de ce livre, je l'ai fait sur la base des interviews qu'Amadou Hampâté-Bâ a accordées à des journalistes, mais j'ai aussi exploité des notes de lecture à partir de ces livres. Quand je dis par exemple qu'il a été en avance sur son temps, parce que le problème de la transcription des langues africaines s'est posé en 1962. C'est Hampâté-Bâ qui l'a posé, parce qu'il avait demandé à l'UNESCO, dans le cadre de son aide, d'abord,
il a demandé à l'UNESCO de tenir compte des traditions orales en tant que source historique et source d'histoire. Il n'a provoqué que des sourires, donc même l'ont demandé avec sourire quel profil l'Europe pourrait bien tirer de l'Afrique. Il a demandé à cet effet à l'UNESCO de repenser dans le cadre de son aide et de la lutte contre l'analphabétisme le problème de la transcription des langues africaines. Et des décennies plus tard, ce qui faisait sa préoccupation à lui n'est plus que la sienne, mais celle de tout un peuple, de tout un continent. Et ça, je le dois à la lecture. Sinon, je ne l'ai pas écouté au cours d'une interview. Pour dire que on a forcément, et puis il y a d'autres lectures. Je m'excuse de ramener le débat à mon niveau personnel, mais dans la réflexion, dans l'élaboration, quand je parle par exemple d'un monsieur dans ce livre-là, Ebenezer Diomoyel, j'ai dit que je partage le même point de vue. Si je ne l'avais pas lu, si je n'étais pas un partisan de la lecture, c'est que je n'allais pas à mesure de faire cela. Il y a plein de choses qu'on a la possibilité de découvrir. Et ma foi, la lecture est un outil formidable et qu'on ne se dise pas que c'est les nouvelles technologies qu'on laisse tout au profit. Non, moi je pense qu'on doit faire une utilisation intelligente. Se servir des nouvelles technologies, mais à côté aussi faire la lecture et surtout ne pas aussi oublier la tradition orale africaine. Voilà qui est bien dit, n'est-ce pas, se servir des nouvelles technologies, mais sans surtout oublier la lecture, parce que les connaissances sont surtout ancrées à l'intérieur des livres. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, on était avec monsieur Lamfia Sinaba, il est journaliste, écrivain, il vient tout simplement de publier cet ouvrage, Les révélations sur la vie, n'est-ce pas, l'œuvre de Amadou Hampâté-Bâ. Un livre que nous vous recommandons. Comme Hampâté-Bâ le disait, n'est-ce pas, le possesseur du verbe, le verbe est le don le plus précieux que le Seigneur ait donné à sa créature. Alors, allons à la recherche du verbe pour que nous puissions avoir plus de mots, plus de verbes et plus, n'est-ce pas, de paroles. Car dans le monde du XXIe siècle, la parole a beaucoup sa place, surtout la parole proférée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.